Salut tout le monde! Salut tout le monde. Auj- Vas-y, Marianne. Aujourd'hui, on présente notre jeu Evil Wave. Donc, vous voyez, on est direct dedans. Wouh! Fait que, juste pour nous présenter, moi, sur le projet, j'étais directeur créatif. Mon nom, c'est Tasso Caras aussi. Puis, j'étais directeur créatif depuis le début de l'année, parce qu'avant, c'était Étienne Francaire qui était directeur créatif. On a changé de rôle. Lui est devenu producer, dans le fond. Puis j'ai fait le lead level design aussi, et le character controller du jeu, dans le fond. Yeah! Puis Moi, je m'appelle Marianne. J'ai été lead artiste d'Enviro pour toute la durée du jeu. Donc, ensemble, on va pouvoir vous donner des anecdotes sur le développement, behind the scenes. On peut se compléter aussi, vu que Tasso a plus fait du design, moi j'ai plus fait du art. Fait que vous allez avoir un aperçu assez complet de notre jeu. So, le plan d'action aujourd'hui, juste pour vous donner un petit survol, on a 3 niveaux dans notre jeu, puis un boss fight. Fait qu'aujourd'hui, on va se promener dans les niveaux. C'est moi qui joue, by the way. Là. On va aller dans chaque niveau, mais on va pas montrer le boss fight. Puis au travers de ça, on va discuter un petit peu du jeu. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les dire dans le chat. On va être là pour répondre à toute interrogation, commentaire. On est là pour ça. Fait que, en gros, je vais juste commencer à jouer, puis Tasso va pouvoir vous présenter le jeu. Fait que ici, on est dans le hub, qui est l'endroit où normalement on parle aux gens, puis on se fait donner des quêtes. Je vous ai épargné comme parler le blabla, mais en tant que tel, on a une quête qui est d'aller récupérer le périphérique final et de ramasser 4 components dans la ville. Donc, on va se diriger vers la ville, qui est ici, et on va commencer. Juste pour présenter le jeu, dans le fond, Evil Wave, c'est un collectathon platformer 3D, rétro, mais évolutif aussi. Fait que dans le fond, on passe par différents stades de l'évolution des jeux 3D. Donc, comme le premier tableau, c'est une représentation des jeux de type, un peu comme la console Vectrex, c'est-à-dire en fil de fer. Puis, dans le fond, n'essaie pas de faire de représentation, évidemment, parfaite. C'est vraiment juste comme s'inspirer de cette époque-là, puis de qu'est-ce que le visuel pourrait avoir l'air si on le ferait à notre époque maintenant. Mais il y a d'autres, vous allez voir plus tard qu'on va passer à d'autres phases aussi. De 3D dans l'histoire. Yes. Sinon... Vous allez pouvoir le voir assez bien. Ça s'en vient, la petite cutscene pour se mettre dans le mood. Profiter de la musique parce qu'on va parler par-dessus probablement constamment. Yeah! Welcome to Sin City, guys! Une belle présentation de notre premier tableau. Donc on voit tout de suite un peu le style arcade qu'on a été chercher au travers de ça. Là. Fait que vu que c'est un jeu de type collectathon, évidemment, il y a plein d'objets à ramasser dans le jeu, comme vous voyez, il y a des currency, il y a des... il y a aussi des fact sheets qu'on peut trouver dans le jeu. Puis ça, c'est des components. En fond, ils en font un certain nombre pour pouvoir pour pouvoir passer au prochain niveau. Il faut qu'on en ramasse plusieurs. Là. Pour ce tableau-là, il faudrait en ramasser 4 de ces components. Vous voyez, genre les triangles ici là, que je viens de ramasser, c'est ce qu'on appelle les components. C'est des morceaux de l'EvoCore, qui est comme la machine centrale qui a explosé au début du jeu, qu'on doit ramasser pour réparer et rétablir l'évolution du style graphique dans le monde. Fait que je viens d'en ramasser un. Puis l'autre collectible qu'on parlait aussi, les fact sheets, on va vous montrer ça dans pas long. Ça donne des faits d'histoire sur le jeu vidéo. Fait que c'est un fun thing à avoir quand tu connais pas ça. Là. Surtout que, je sais pas pour toi, Tasso, mais moi, l'époque des arcades, j'étais pas là. Ça dépend à quelle époque des arcades on parle. C'est sûr que si on parle des années 70, début 80, j'étais pas non plus. Mais j'en ai vécu quand même des époques des arcades, en partie. Parce que j'étais un peu plus vieux. Juste un peu. Juste un peu. Exactement. Mais... Alors, si vous voyez juste là, une petite fact sheet. Et c'est ça. Dans le fond, on a un personnage qui s'appelle Fact, que quand on lui amène des fact sheets, il nous raconte des petites briefs, excuse-moi. Des faits sur l'histoire. Yes. Exactement. Ok, on va lire qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça. Je vais le traduire. Là. La Vectrex, c'est la console qu'on s'inspire. C'est intéressant. J'avais oublié que cette console-là existait comme la majorité du monde.
C'est un peu l'équivalent musical de Pac-Man Fever, l'album de Pac-Man Fever par Buckner et Garcia. 2 produits de haute qualité qui ont été sortis en 1982, qui sont malheureusement tombés dans l'oubli. De toute manière, cette console venait avec sa propre écran, un petit peu comme une mini machine d'arcade. Pour compenser pour la limite d'affichage, les limites d'affichage de la console, les jeux venaient avec un genre de filtre en plastique qu'on plaçait sur l'écran pour essayer de créer un semblant de couleur. Puis ça a aussi permis d'améliorer la clarté de l'interface qui était seulement partiellement générée par le jeu en tant que tel. Si tu te demandes à quoi ça a l'air, je vais juste regarder le niveau. C'est dommage que cette console-là n'a jamais été un grand succès, comme mes étudiants. Fait que ça, c'est notre fac, en fait, il est basé sur notre prof d'histoire, Guillaume, qui nous a appris... maintenant, le prof d'histoire a changé, mais Guillaume était notre prof d'histoire, puis c'est basé sur lui. Il nous donne des faits qu'on a appris dans nos cours sur les jeux. Dans notre cœur, ça sera toujours Guillaume, le prof d'histoire. Ici, on a Tactique, qui est l'experte de module, en fait. C'est elle qui va nous donner les power-ups. Fait que c'est souvent elle qu'on va aller voir en premier dans les niveaux. Comme ce que ça a donné comme power-up, c'est l'habilité de faire un double saut, ce qui va te permettre de progresser dans le niveau. Ça, c'est bien plaisant parce que on sent enfin qu'on peut respirer avec ça. Fait, à part collecter les différents collectibles qu'on vous a montrés, il y a aussi des petites quêtes dans le jeu qui sont bien le fun. Fait que ici, on a comme une quête que genre « Ah, il y a des ennemis dans le café! » Donc on va juste aller buter. Moi, j'appelle ça faire la toupie Beyblade. Ouh! C'est un peu ça. On fonce dans les ennemis. Puis... C'est vraiment le fun. Parce que moi, depuis qu'ils ont rajouté le son, là, on dirait que tu donnes une coupe de gifs aux ennemis. Je trouve ça très comique. Quand on a terminé une quête, évidemment, on peut retourner la portée et on reçoit un component. Ouh! Donc ça avance pas bien. Pas pire notre affaire, on en a 2 sur 4 déjà. Vu qu'elle a double saut, elle peut passer cette étape-là. Et... Ouais, parce qu'avec un saut unique, je peux montrer quoi ça a l'air là, quand on meurt. Là, sure. On se rend pas. On meurt. Puis, on revient au dernier checkpoint. Donc... Et pour ce tableau-là, un des plus gros défis qu'on a eu, en fait, c'est vraiment le shader en tant que tel, parce que c'est quelque chose. Pour donner l'effet justement avec Trex, en fait, c'est tous des modèles 3D, en fait. C'est comme des formes relativement simples, évidemment, pour pas que ça soit trop complexe. Mais toutes les lignes, puis tout ça, c'est vraiment un shader qui s'occupe de faire ça en grande partie, puis sinon, le reste, c'est faké, dans le fond. Yes, absolument. Tu peux y aller plus en détail, Marianne, si tu connais plus le shader que moi. On va juste... bonhomme-là. Ça, c'est Séraphin. C'est genre le petit douche du quartier. Il t'intimide pour avoir du cash. Fait que si tu lui donnes du cash, ben, il va te donner un component. Fait que, ouais. Il se retrouve dans tous les niveaux aussi. Là. Fait que c'est un personnage principal, si on peut dire. Par rapport au shader, en gros, la manière qu'il fonctionne, c'est qu'il va venir chercher le outline de chaque forme. Mais le outline, c'est pas suffisant. Comme si on regarde... on va prendre une forme simple comme le building là. Le outline, c'est juste ce qu'il y aurait sur le contour. Mais on veut voir aussi les lignes intérieures. Donc ça te prenait un genre de mix entre 2 shaders. Puis notre artiste, Maï, il a travaillé vraiment, vraiment fort une bonne partie de la session pour créer ce shader-là. On avait des problèmes notamment avec le fait que des fois, il y avait des affaires qui paraissaient pas comme l'intérieur paraissait pas. Fait que ça rendait le platforming assez difficile. Mais heureusement, ouais, vas-y. Comme par exemple, des fois, tu arrivais sur le bord d'une plateforme, puis tu voyais plus la ligne qui te montrait la fin de la plateforme. Fait que ça devenait juste noir, ce qui faisait qu'on voyait pas où on s'en allait. Ouais, c'était un peu dur. Ou aussi, un autre problème qu'on a eu, c'est que vu que c'est noir, c'est difficile de discerner c'est quoi le sol d'un mur, en fait. Fait que ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on a mis une grille. T'sais, en tant que tel, la Vectrix, il n'y avait pas de grille par terre. C'est juste pour la clarté qu'on a fait ça. Donc ici, on arrive à un autre petit défi assez le fun, mais je me fais taper. Ouais, tu as vu que c'est un jeu qui s'inspire beaucoup de l'histoire des jeux vidéo. Ben, ce petit défi-là, en fait, ça a passé par plusieurs étapes. C'était même pas ça à l'époque, mais genre, on était 3 à avoir eu la même idée.
Puis on a fait comme, ah, ben, ça ressemble à une section de Donkey Kong. Fait que là, on a fait comme, ok, on va y aller all the way. Puis on va comme représenter un peu le premier jeu de Donkey Kong à l'arcade là, avec Mario, Jumpman. C'est le bad boy. Ouais. Yeah! En tant que tel, on s'est pas consulté, puis on dit comme, hey, ça serait une bonne idée. Fait que on est arrivé, puis on a tout fait une petite portion là-dedans. Puis on regarde ici, on a notre amie Pauline. Et comme, regarde! Regarde partout autour de toi, la beauté est partout. Puis je trouve ça très drôle parce qu'on dirait que genre, elle dit que Donkey Kong est beau. Et Pauline, c'est la fille que Jumpman justement sauve dans Donkey Kong. Yes! C'est comme la première princesse de Mario. Là. Fait qu'il y a plein de références, soit au style, aux années 80, parce qu'il y a vraiment une grosse vibe, synthwave dans le jeu. Oui, c'est un des styles qu'on s'est inspiré, en fait, synthwave. Fait que le soleil, assez caractéristique des synthwave, les couleurs mauve, rose, ça revient beaucoup là-dedans. Puis, dans le fond, c'est ça, en plus de synthwave, ben, l'autre chose, c'est évidemment toutes les... je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça va revenir. Exactement. Fait qu'on se dirige tranquillement vers la fin du niveau. On va aller chercher le périphérique final, en fait. Donc, on va le voir ici. Puis ce tableau-là, en tant que tel, pour faire le design et tout ça, ça a été ça a bien été, en fait, d'un point de vue level design. On n'a pas eu trop d'embûches. Évidemment, il a beaucoup évolué comme tous les tableaux, mais au fur de la session, puis de la session passée. Mais c'est vraiment un des tableaux, en fait, qu'on a eu le moins à retravailler, tu sais, parce que... Ouais. Côté design, ça l'a bien été. Ouais, on a parti du bon pied dès le début, dans le fond. Le plan qu'on avait fait, tout ça, ça marchait. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est, dans le fond, on a ramené les pièces à notre mécanique. Dans le fond, notre mécano qui s'appelle Blast Professor. Et elle a upgradé la console qui est l'EvoCore que vous voyez juste derrière. Fait qu'en gros, on est rendu maintenant dans une époque avec des couleurs. Ouh! Puis là, il y a le méchant Magavex qui est le boomer qui a détruit un peu la console, qui nous parle puis qui dit « Arrête de faire des actions concrètes. J'ai mis un virus parce que je peux. » Donc, on a un méchant un petit peu caricaturé qui est très drôle, selon moi. Donc, on a quand même une belle... Ça fait du bien des couleurs. Ça me fait penser, parce que quelque chose que quelqu'un dit dans le chat, dans le fond, qui dit qu'il serait curieux de voir, Patrick Gauvin, en fond, il dit « Je serais super curieux de voir ce que ça donnerait en Edge ou Wire uniquement, le noir en transparence, genre un mode avancé. » Je suis pas sûr à 100% de comprendre exactement ce qu'il dit, mais moi, ça m'a fait penser... Patrick, dans Unreal, genre voir le wireframe, ou tu parles d'un shader en tant que tel? En tout cas, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que on a passé aussi à un stade qui avait pas de couleur, puis c'était juste noir et blanc. Là. Puis ça, c'était vraiment difficile à voir ce qui se passait, justement. Il y a les couleurs, il n'y avait pas de couleur sur les lignes. Ça a beaucoup aidé. Sinon, le niveau qu'on voit, c'est en ce moment. Le niveau 2. C'est le niveau 2, qui se veut une représentation un peu de l'époque Nintendo 64. D'ailleurs, on voit un petit château qui ressemble un peu à celui de Mario 64. Et que clairement un jeu qu'on s'est beaucoup inspiré. Ouais, je sais pas pour toi, mais pour moi, le Nintendo 64, c'est une de mes premières consoles. Ça l'a marqué mon enfance. Je me rappelle de jouer à Mario 64, puis pas être capable de faire aucun niveau comme Simon. C'est juste un niveau avec le pingouin, genre, que je me rappelle, for some reason. Je pense que ça a marqué l'enfance. En fait, même si c'est pas l'enfance, ça a marqué beaucoup de monde, parce que c'était genre le début du 3D, tu sais, mais PlayStation 1 aussi, évidemment, mais entre autres le Nintendo 64 puis le PlayStation 1, c'est des consoles qui ont marqué tout le monde parce que c'était le début du 3D. Fait. Yes! C'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Là. Il y avait des affaires 3D avant, mais pas aussi poussées, puis pas aussi... révolutionnaire, genre, que le Nintendo 64. Est-ce que vous voyez présentement, j'ai été parler à notre ami Tactique, qui m'a donné un autre power-up, qui est maintenant le fait que je puisse glider. Donc avant, je pouvais pas faire ça. Mais maintenant, je peux. Donc, on va aller chercher un autre des triangles. Drette là.
Ah, puis pour répondre au chat aussi, il y a plein de monde qui parlait de Lucas poursuivi par Sierra Online à cause du soleil ou Lucas poursuivi par Nintendo à cause de Donkey Kong. Mais pour vrai, on a quand même vraiment. On a vraiment fait attention à on a ça. fait attention à ça. Là. Fait que les représentations qu'on a faites dans le jeu en tant que tel, c'est comme des clichés, des clins d'œil, mais pas des clichés, des clins d'œil, c'est ça? Ouais. Mais. On a changé les noms, on a changé les apparences. On t'entend que, mettons, il s'appelle pas Donkey Kong le singe. Fait que les singes, c'est pas Nintendo qui les a. Là, fait qu'on peut faire des singes dans nos jeux qui a des barils à côté. For some reason. Exactement. Puis, mais tu sais, comme pour les fact sheets, que là, des fois, on mentionne carrément des compagnies, puis comme Nintendo ou Sega ou Vectrex. C'est un peu différent parce que c'est régi par une autre type de loi qui est comme les lois plus sur les documentaires, en fait. Parce que, genre, on parle d'un point de vue objectif de ça, puis la seule affaire qu'il fallait faire attention par rapport à ça, mais en fait, il fallait vraiment faire attention, c'est que ça soit factuel et que ça soit pas juste c'est ça, véridique, puis pas juste des rumeurs ou... Des rumeurs, ou que ça vienne comme faire comme ombrage à une compagnie qui vont comme dire ben Nintendo était meilleur que Sega à cause de ta, on peut pas faire ça, tu sais. Non, c'est ça. c'est un peu de la diffamation. Exactement. En guillemets. C'est des bons commentaires parce que c'est vrai qu'on a vraiment porté une grosse attention à ça. Surtout au niveau des dialogues, toutes les références, comme il y a plein de références, les noms des NPC, name it, il y a tellement de clins d'œil dans ce jeu-là qu'il fallait faire très attention que ce soit assez changé, que ce soit pas trop contradictoire. Comme il y a un bonhomme là-bas qui parle tu seras jamais aussi rapide qu'un certain hérisson bleu. Ben, on sait tous que c'est Sonic, mais il s'appelle pas Sonic, c'est un hérisson bleu. Fait que peut-être que d'autres gens connaissent des hérissons bleus. Ah, puis pour répondre à E4 Création et Nouveaux Médias, non, on n'a pas fait de niveau sur la Atari Jaguar, malheureusement. Wow, on a dû sélectionner des époques très spécifiques pour montrer l'évolution graphique, entre autres. Là, fait qu'on s'est basé sur qu'est-ce qui nous parlait le plus. En fait, c'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir plein d'autres consoles il y a bien plus de consoles que la Vectrex, la Nintendo 64, puis la PS2, la Switch. Plein de nuances pour ça. Là. Un site 3D que moi j'aurais aimé avoir aussi, mais que il fallait qu'on se limite parce qu'on n'avait pas genre un staff infini non plus. Puis un temps infini non plus. On était très limité dans le temps et dans le staff qu'on avait. Donc, mais un site 3D que j'aurais aimé avoir, c'est plus le site qu'il y avait dans Star Fox sur le Super Nintendo, qui est vraiment comme. Des aplats, genre de couleurs. Ouais, exactement. Aucune texture, là. Absolument zéro texture. C'est juste comme des polygones avec des. Ouais. Clairement que ce niveau-là, c'est Nintendo 64, mais c'est un Nintendo 64 qui est embelli. Là, il est pas beau là, quand tu le compares au standard d'aujourd'hui, mais c'est quand même vraiment plus de détails, de couleurs, de dégradés, etc. que tu verrais, mettons, dans Mario 64. Puis on voulait faire justement une progression assez graduelle. Passer, mettons, de Star Fox à PS2, ça aurait été un peu rough. Et pour ce niveau-là, en fait, un des problèmes, c'est le problème, c'est le tableau qui nous a porté le plus de problèmes de design dans le level design. Là. Ça a été assez compliqué à régler parce qu'au début, on avait commencé avec ce qu'on avait fait, c'était les joueurs comprenaient juste pas comment se diriger. Le tableau était trop grand parce que au début, on était comme il faut que ça soit un parc, fait que on va rendre ça plus grand. Fait. Mais en donné, il a fallu qu'on rétrécisse tout, qu'on condense tout comme proche. Pour que ça soit moins. Parce qu'il y avait des espaces vides, puis c'était pas le fun. Ben, tu sais, basically, on a tout pris tous les espaces de gameplay qu'on avait, puis on les a tous rapprochés ensemble. On a réduit des sections qui étaient trop grandes, comme la section de la fontaine, là, était plus grande que ça, qu'on l'a juste comme réduite, au plus petit qu'elle pouvait être sans être dénudée de son sens, en fond. Pas mon meilleur job, celui-là. Oh non! Oh non! Tu as manqué ton checkpoint juste avant de pogner le checkpoint. Ouais, je pensais trop. Bon, Sorry, je t'ai coupé. Des max skills. Non, c'est pas vrai. Là, on l'a. Mais sinon, tu sais, vu qu'il y a plusieurs étapes dans le tableau, comme là, il fallait aller chercher le component pour glider. Ensuite, il fallait monter en haut pour aller mettre le power à la le poteau station, électrique, là, dans le fond, juste qu'on a vu en haut. Exactement, qui active le téléphérique puis qui active la water
Water Pump La Water House. Station. Water Station. Donc, ouais, c'est ça. Qui active après ça, à son tour, l'eau de la fontaine. Donc là, je veux que mes gens qui sont connaisseurs de Mario 64 me parlent parce que dans Mario 64, il y a une référence vraiment directe qu'on a faite. Puis c'est que tu peux aller dans le fond autour du château. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est tellement genre la nostalgie qui me hit à chaque fois que je suis dans cette portion-là là, du jeu. Évidemment, notre petit triangle. Ouais, il y a toujours plein de petits clins d'œil comme ça. D'ailleurs, celui-là, il est striking. C'est un de mes préférés, je trouve, dans le jeu. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont comprendre celle-là, mais tu sais, dans le personnage qui nous donne des missions puis tout ça, qui répare le Evo Core, l'enfant, elle s'appelle Blast Professor, puis moi je trouve que c'est vraiment une bonne référence, hein, parce que si le monde, il y a beaucoup de monde qui vont comprendre d'autres que non, mais c'est une référence au Blast Processing du Sega Genesis, qui est quand même je savais même pas. un truc de marketing que Sega avait fait pour la Genesis qui était comme complètement absurde, mais ça marchait, fait que... C'est un fun fact de même. Mais c'est ça, tu sais, là, comme tu vois, une autre section, c'était monter les fontaines. Fait que tout faire comprendre ça dans ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fallait faire aux joueurs, puis les étapes à suivre, c'est vraiment plus compliqué que dans les autres tableaux parce que c'est moins linéaire comme tableau que le reste. Puis il y a plus d'étapes aussi, donc c'est... Comme vous allez voir dans le niveau 3, il y a juste 2 étapes. C'est prendre le power-up puis se rendre à la fin. Mais dans le cas du niveau 2, t'as comme 2 étapes de plus, donc c'était quand même assez challenging de faire comprendre aux joueurs qu'il fallait qu'ils fassent tout ça. Puis on a réglé ce problème-là avec des cinématiques, entre autres, puis bouger beaucoup le level art pour que ton objectif soit le plus possible sur ton chemin fondamental devant toi. Ça l'a beaucoup aidé. On a vu des grosses différences dans nos playtests à partir de ce moment-là. Puis un pylône de lumière aussi qu'on a rajouté pour dire c'est là qu'il faut que t'ailles. Absolument. Pylône de lumière qui a brisé notre jeu à plusieurs reprises. Oui. C'est elle, Blast Professor. Yes, Blast Professor, c'est elle. Puis en ce moment, on upgrade encore notre niveau core pour le niveau PS2 qu'on appelle niveau 3, qui est le niveau de la plage, avec le méchant qui nous parle encore. Mais on n'a pas le temps de l'écouter, malheureusement. D'ailleurs, ce jeu-là se fait d'habitude autour de 1 heure à 2 heures, dépendamment d'à quel point la personne est complétionniste, donc à quel point elle veut tout ramasser ou pas. Là, je le montre un peu en accéléré pour montrer un peu les niveaux. Là. Ça peut prendre un peu plus de temps que ça aussi, dépendant à quel point que... pour trouver à 100% tout dans le jeu, ça peut prendre facilement en fait, 3 heures, dépendant. Là. Ça dépend si t'as oublié des scènes quelque part, puis tu veux les ramasser, puis tu les trouves pas, puis tu tournes en rond dans le niveau. Je parle d'expérience. Donc, bienvenue dans le niveau 3. On a encore une belle petite upgrade de graphiques. On a des chill dudes avec des sick coiffures. Oh. Ah oui, un truc qu'on a peut-être pas montré, c'est... c'est important de le montrer, c'est tellement cool. Ah ouais. Donc quand tu t'approches, tu peux spinner pour faire un sprint. Mais quand tu t'approches des NPC en spinant, tu les tournes. Puis tu peux aussi leur sauter sur la tête. Des petites interactions comme ça qu'on a rajouté vers la fin, puis qu'on trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de super intéressant au jeu. Yes! J'ai réussi à attraper le petit train. Ça, c'est le petit train de Marianne, son petit train préféré. Parce que j'ai fait des vacances à Wildwood, puis à Wildwood, il y a un boardwalk, donc c'est l'inspiration de ce niveau-là un peu. Mais aussi, il y avait un train, puis quand on cherchait des idées pour une plage, tout ça, j'ai pensé au petit train de Wildwood, puis là, j'étais comme « Ah, il faut un petit train! » Puis à la base, le train était nécessaire pour finir le niveau, mais là, ils l'ont rendu comme optionnel, fait qu'il fait juste chiller, puis être un petit train vraiment cool. Donc, j'ai parlé à un petit kid qui a perdu son ballon, puis il est pas très bon parce qu'il est juste à côté. Guillaume Renaud, il dit qu'il y a des vibes de GTA Vice City dans ce niveau. C'est drôle parce qu'on a carrément un personnage qui fait une référence à GTA Vice City. C'était une inspiration en fait, je suis vraiment contente qu'on reçoive ça comme commentaire. Hey, c'est un vraiment beau château de sable, ça. Ça serait vraiment dommage de... Ah, oups! Tellement innocente. Détruire les rêves des enfants. Il y a des scènes de cachées dedans. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont vraiment de la misère à les trouver ceux-là. Pro tip, si vous jouez au jeu, puis vous trouvez pas des scènes dans le niveau 3, checkez les châteaux de sable parce que c'est probablement là qu'ils sont cachés. On aimait trop le concept de détruire les châteaux de sable pour l'enlever, fait que maintenant c'est dans le jeu. Oui. Donc on a trouvé le ballon du kid. Wouh! On va le ramener. Puis dans ce niveau-là, en fait, un des
un des plus gros problèmes qu'on a eu pour cela, c'était vraiment la direction pour se rendre au power-up de tactique. Qui est super important en fait, parce que tu peux pas finir le tableau sans ça comme tous les autres tableaux. Mais dans ce tableau-là, c'était particulièrement difficile parce qu'il était pas dans un entonnoir du tout. Comme là, quand on parle à elle, tu vois qu'elle parle un peu de tactique qui est sur le billboard. Mais au début aussi, on a vu une cinématique qui la montre. Ça, c'était un peu nos manières de montrer où aller, puis il y a une couple d'affaires comme ça, des références de personnes qui te parlent, qui disent, OK, ben, il faut que tu ailles là. Aussi pas négliger que dans tous les niveaux, il y a une map vraiment bien faite par notre collègue Alexandre Historio. Il travaille vraiment fort sur cette map-là. Il a mis une petite étoile. Où est-ce que l'objectif, les quêtes sont toutes marquées. Si aussi on fait un clic gauche, on peut voir les components qu'on a ramassés, où est-ce qu'on les a ramassés. Mais si on fait un clic droit, on peut voir les facts du niveau. Donc en tout temps, on peut lire les morceaux d'histoire. C'est un menu vraiment bien, puis vraiment helpful quand tu joues au jeu. Puis justement, pour aider à comprendre ce power-up-là, comme tu vois, quand on est arrivé dans la section, on s'est fait trap, dans le fond, à l'intérieur. Fait que là, on va être obligé d'utiliser le power pour pouvoir s'en sortir. En gros, comment ça fonctionne, c'est que tu switches entre deux plateformes. Donc, Tactique te l'explique, mais on est là pour vous l'expliquer. Donc, on a des plateformes orange et mauve. Puis, on peut juste activer une à la fois. Donc, toutes les autres, on va passer au travers s'ils sont pas activés. Donc, c'est ce qu'on appelle le glitcher. C'est vraiment un cool power-up. Je l'aime bien. C'est ça, tu sais, avant qu'on mette justement la trappe qui forçait le monde à comprendre le power-up avant de s'en sortir, ce qui arrivait, c'est des fois, le monde prenait le power-up, il se rendait même aux endroits où il fallait l'utiliser, puis il savait pas comment l'utiliser, il savait pas quoi faire, puis il était comme... Il savait pas comment ça marchait. Ça a l'air évident quand on le montre comme ça, mais tu sais, ça te prend un peu de temps in-game à comprendre. Donc, on a une quête de cache-cache, de retrouver des amis. Au moins, il y a des amis, tu sais, c'est pas trop pire. Dans les niveaux, la majorité des quêtes, c'est genre, j'ai perdu mon ami. Lui, il y a 4 amis. On a plusieurs types de quêtes. Il y en a qui reviennent comme les types de combat. Les quêtes de combat, il y en a une par chaque niveau. Il y a des quêtes d'aller chercher un item. Il y en a... Les fetch quests. Ouais, les fetch quests. Puis sinon, il y en a même par niveau, me semble, les fetch quests. Puis trouver des personnes. Trouver des amis. Y a-tu un autre type de quête? Ça me vient pas à la tête, en tout cas. C'est pas grave. Ben, combat, fetch quest, puis trouver des amis. C'est les 3 types, me semble. Ouais, exactement. Ah, la musique, je sais pas si vous l'entendez bien, mais cette tune-là, c'est genre ma préférée du jeu. Là. Elle s'appelle Power Dracula, puis elle est insane. C'est qui en parlait tantôt, justement? C'était Guillaume, je pense. Guillaume Rouge-Girard qui parlait de la musique de ces guitares-là. Ouais, c'est ça. Update de musique avec tout un solo de sax éventuellement aussi, c'est exactement cette tune-là qui parlait. Exactement. C'est la best tune. Ils sont toutes très bonnes, en fait, les chansons. Je vous recommande vraiment, vu qu'on les gâche un peu en parlant, allez checker sur YouTube, on les a, ou c'est aussi gratuitement disponible sur Steam. Donc, si vous voulez entendre un peu plus les sick tunes, allez checker là. Il y a une question aussi qui dit, y a-t-il des quêtes secondaires ou sont-elles toutes obligatoires? Ben, en fait, toutes les quêtes, ils vont te donner un component, puis il faut que tu aies un certain nombre de components pour faire un tableau. En bout de ligne, il y a 4 quêtes par tableau, fait que ça serait 4 components. Mais il y a aussi 6 components de cachés dans chaque tableau. Puis pour pour se rendre au boss de la fin, tu en as besoin de 18 en tout. Donc techniquement, tu peux juste, avec les quêtes, en cherchant les components et sans aller dans les quêtes, tu peux en trouver dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu peux te rendre à la fin, ça je veux dire. Si tu veux le faire à 100%, c'est sûr que t'as pas le choix de le faire, mais t'es pas obligé. Fait que, mettons, la quête de Séraphin qui est de ramasser du cash, si t'es assez thorough, pis tu trouves pas, mettons, les amis, parce que ça fait comme 4 fois que tu fait le tour du tableau, pis tu trouves pas, tu peux juste aller payer, puis il va te donner un component, mais il en donne pas plus qu'un. Fait que, après ça, faut que tu cherches, tu te promènes dans le niveau pour avoir ceux qui sont suffisants. Ici, on a nos petits amis, les Sun Bros, qui sont des vraiment cool guys, qui regardent le soleil, sont dans tous les niveaux, si vous voulez essayer de les trouver. Ils sont pretty chill. Puis ils regardent toujours le soleil. Yes. Une des personnes qui a joué à notre jeu, d'ailleurs, puis qui a fait qui a fait des vidéos des streams dans le fond du jeu, il disait que il pensait que ces personnages-là, c'était les étudiants justement donné parce que Fact, il parle de ces étudiants qui font pas grand-chose. Je sais pas comment il était comme ça, c'est clairement les étudiants. C'est pas ça, là, je savais pas. Mais d'ailleurs, on a eu c'est vraiment... j'ai mentionné que c'est vraiment le fun, tout
positifs qu'on a eu par rapport à la sortie du jeu. C'est ça, en ce moment, ben, la dernière fois que j'ai regardé, sur Steam, on était à 95% de positifs sur le jeu, ce qui est excellent. On s'attendait pas à ça, pour vrai. Tous les commentaires, les speedruns, les walkthroughs, les let's play, les streams, tout ce que les gens ont à dire sur notre jeu, ça nous fait extrêmement plaisir à la team de développement. Là, on est vraiment reconnaissant que vous soyez là puis que vous appréciez le fruit de notre labeur pendant de nombreux mois à s'arracher les cheveux pour faire un jeu qui nous fait triper, en fait. Exactement. C'est ça, on voulait vous remercier pour ça parce que c'est vraiment super. Du gros love pour tout le monde. Ouais. Je sais que j'ai perdu un cœur, moi, je me suis tapé. Fait qu'on arrive vers la fin du stream déjà. Donc, si vous avez des questions par rapport au jeu, c'est le temps de les shooter dans le chat pendant qu'on est là. On va pouvoir vous répondre. Sinon, il y a aussi un truc que je voulais mentionner absolument, c'est que on a fait en collaboration avec l'UDM pour le son. Oui. Puis ils ont fait un excellent job pour vrai. Toutes les musiques dans les tableaux, il y a comme plusieurs musiques par tableau. Il y a les sons qui sont on point. C'est vraiment super bien fait. Puis j'ai travaillé très close avec eux autres, dans le fond, parce qu'en tant que directeur créatif, ben, il fallait que je m'assure que tout allait bien et tout ça. Puis pour vrai, c'était super le fun de travailler avec eux autres. Fait que gros shout-out aux gars du DM qui ont travaillé sur le jeu pour le son. Là. Ouais, le son, la musique, c'est quelque chose qui donne un gros mood. Puis ça a l'air de rien quand tu fais un jeu, mais ça rajoute tellement genre de rétroaction, de fun, de plaisir, comme mettons les petites baffes aux NPC, aux ennemis quand t'es tapes, c'est 1000 fois plus de fun depuis qu'on a racheté le son. Même si toutes les fonctionnalités étaient déjà là, ça change complètement le jeu. Puis ça aurait jamais été possible d'avoir autant de sons, autant de musique, autant de chill tunes sans ces gars-là. Là. On est vraiment contents de la job, en fait. Puis, il faut qu'on... Tout le monde qui a travaillé sur le jeu, pour vrai, la Lucas. Ouais. Puis, on est tous... Genre, tout le monde a super travaillé fort, puis c'était vraiment, vraiment plaisant de travailler avec tout le monde. Puis, genre... Yeah. Je pense qu'on est vraiment très fiers de ce qu'on a produit. Là. On a quand même beaucoup de contenu. On a eu du fun à faire, comme l'évolution des niveaux et tout. Là. Okay. À la base, on était supposé d'avoir un 4e tableau qu'il fallait malheureusement qu'il soit coupé parce que on a eu ce qu'il a fallu rescoper en fonction de ce qu'on avait. Là. Mais on a quand même gardé un boss fight qu'on a fait cette session-ci qui était vraiment qui est intéressant. Là. Qui est comme le 4e tableau dans le fond. Donc on va clore le stream sur ce. À moins qu'il y ait des questions dans le chat là. On va vous laisser découvrir vous-même le jeu. Il y a tellement plus de trucs à découvrir que ce qu'on a montré. Là. Il y a Linus Parkman qui dit suite à la release du jeu, quelle est votre plus grande fierté, quel est votre plus grand regret? Moi, personnellement, ma plus grande fierté, premièrement, c'est d'avoir shippé le jeu. Ouais, moi aussi, je dirais juste d'être arrivé à la fin. Puis, on y croyait pas des fois. Puis voir tous les commentaires positifs qu'on a sur le jeu, c'est juste valorisant pour vrai. C'est comme wow. C'est ça exactement, ça fait chaud au cœur. Puis sinon, je sais pas si c'est d'autres choses pour toi que. Puis notre plus grand regret, ça serait. Moi je dirais que ça serait justement qu'on n'a pas été capable de faire plus de tableaux, mais évidemment, il faut qu'on. Mon plus grand regret, c'est con là, mais ça c'est des trampolines, les parasols. Je voulais vraiment qu'on ait le temps d'implémenter que quand tu spins sur les parasols, que ça les ouvre puis que ça les ferme. Mais on n'a pas d'animateur dans notre gang. Puis j'ai essayé de faire une animation de parasol, mais je savais pas comment l'importer dans Unreal puis l'exporter, donc ça a dû être coupé malheureusement parce qu'on n'avait pas le temps, mais c'est vraiment stupide, mais j'aurais vraiment aimé ça avoir le petit plom plom plom. Mais sinon, en tant que tel, c'est au-delà de ce que je m'attendais là, comme jeu. Là, genre, je sais pas comment on a fait pour faire autant de job en tant que tel. Il y a tellement de contenu là-dedans que je pourrais pas être... je peux pas être déçu de ce qu'on a produit. Là. Ok. Puis sinon, il y a Tic qui dit très cool comme jeu. Y a-t-il un niveau supplémentaire précis que vous auriez aimé faire si vous aviez eu le temps aussi? Il y a comme. Moi, j'aurais aimé se faire. Il y avait le tableau qu'on avait prévu faire, mais qu'on n'avait jamais fait. C'était la grande ville. Dans le fond, c'était des gratte-ciels. On a coupé un niveau, en fait, par manque de temps. On a perdu des gens dans l'équipe au milieu du projet. Puis on a dû rescoper. Donc, on a coupé le niveau 4, qui était censé être un niveau de style Switch, le niveau final. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas assez de components, mais dans
dans le hub. Ah, ben attends, j'ai peut-être assez. Peut-être assez parce que j'ai 300. On va finir avec ça aujourd'hui, là, mais le dernier style du hub, c'est le style qu'on voulait faire pour le niveau 4, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Puis on voulait faire un niveau complet. Ouais. Fait que ça aurait été un jeu, un tableau dans le style qu'on vous montrait. Puis sinon, combien de personnes ont participé à la réalisation du projet? Ben, on est une team de 18. On a eu de l'aide, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont partis, fait qu'on a eu un petit peu plus de monde au début, mais à peu près la session passée, à moitié de la session passée, on a perdu on était 32, puis on est passé à 18. Donc on a eu un petit peu d'aide extérieure aussi par rapport à ça. Les gens de l'UDM, je pense que c'est une team d'une dizaine de personnes. 8, 10, je me rappelle plus exactement le chiffre, mais il était quand même beaucoup, puis c'est pas vrai. Ça paraît dans la qualité du son. Ouais, le game dev, c'était à peu près 18 personnes sur le projet en tout temps, puis sinon, on a notre petite cinématique qu'on va devoir écouter. Puis Marie-Lou Picard dit est-ce que c'est un jeu en français et en anglais? Malheureusement, il a fallu qu'on le laisse juste en anglais parce qu'on voulait le faire en français et en anglais finalement à cause de problèmes. Ben, c'est surtout principalement parce qu'on a manqué de programmeurs. Puis il fallait qu'on coupe justement dans qu'est-ce qu'on allait faire, puis faire la transition entre les deux, c'était un peu plus compliqué. Fait que finalement, on a comme coupé sur une langue, puis vu que l'anglais c'est accessible, qu'on a choisi. Qu'on a décidé de mettre l'anglais de base. Puis, salut Marie-Lou. Probablement qu'on ne mettra pas le jeu en français non plus parce que ça demanderait du temps supplémentaire qu'on n'a pas. Ouais, par rapport à tout ce qui est patch ou prochain niveau ou prochain jeu, on va pas en faire d'autres parce qu'on est juste une gang d'étudiants puis on a d'autres choses. On finit notre bac, on va vers d'autres cieux. Donc on va pas faire d'autres jeux, d'autres niveaux. On règle les petits bugs majeurs comme on avait des bugs de progression. Mais on a réglé ces patchs-là. Mais à part de ça, c'est pas mal la fin de Evil Waves que vous voyez. C'est un jeu assez complet déjà. Fait. Donc, on va pouvoir vous montrer, oui, le hub. Dans le fond, ça ressemblerait à ça, le style niveau Switch, avec l'herbe que moi j'adore. J'adore le gazon. Le gazon, les palmiers, les beaux corps final avec tous ces morceaux. Non, pas d'air. Et nos sons. Le quatrième tableau ressemblait à ça, en fait. Donc voilà, je pense que c'est... merci d'avoir été présent pour ce court stream. Je vous recommande vraiment fortement d'aller downloader le jeu puis de le laisser vous-même. Il est beginner friendly si vous n'êtes pas très bon en platforming, ça ne demande pas tant de components. Puis ceux qui sont un peu plus tryhard, on vous challenge d'essayer de battre le record de speedrun. Je pense que c'est genre 17 minutes. Ces gens-là sont fous, là, je sais pas comment ils font. Essayez-le, c'est du fun, c'est gratuit, c'est un good time. Puis on espère vraiment que vous pouvez enjoy ce qu'on a fait. Voilà, merci beaucoup pour tout. Et bonne journée. Bonne journée, guys! Bye.